Polysécure, épisode grand public sur lequel on va démystifier l'identité numérique que le gouvernement du Québec est en train de mettre en place. Donc, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien ce début de 2022? Ça va parfaitement bien. C'est sûr qu'avec les températures qu'on a, on aimerait ça avoir un peu plus chaud, mais on s'adapte. Pas trop le choix. Fait que, commençons. C'est toi qui m'es arrivé avec la question, justement, parce que dans les médias, l'identité numérique ou le Service québécois d'identité numérique fait beaucoup la manchette parce que le ministère en fait grande promotion, justement parce qu'il y a un intérêt très grand à l'usage de ça et donc tout l'aspect sécurité qui est associé. Je vais te laisser mettre la table et poser les questions. Oui, donc même moi, dans mon entourage, là, je me suis fait poser des questions sur ce nouveau service-là, puis je suis allée regarder les articles qu'il y avait à propos de tout ça qui était diffusé. Puis il y a beaucoup de concepts assez lourds de cybersécurité qui sont déployés comme langage commun, mais que c'est pas facile de comprendre vraiment là. C'est quoi vraiment, puis qu'est-ce que ça va faire, là? Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle. Dans les réseaux plus TI, on parle du SKIN, donc l'abréviation du Service québécois d'identité numérique. Donc, ne pas se confondre, on parle pas de peau, on ne parle pas non plus de vêtements débloqués pour nos jeux vidéo, mais vraiment du Service québécois d'identité numérique. Donc, il y a beaucoup d'investissements là, de fait dans ce programme-là, ce chantier numérique-là. On parle de 41,8 millions seulement pour les 2 premières phases. Donc, c'est un gros projet d'envergure, puis on vise un livrable là, en 2025. Premièrement, c'est quoi le SKIN? Ben, essentiellement, à la base même, on en a déjà eu une identité numérique pas super intéressante qu'on connaît sous ClickSecure, que dans lequel le Service québécois d'identité numérique, que je vais nommer chaleureusement le SKIN par après, va venir à remplacer. Donc, quelque chose de beaucoup plus robuste, quelque chose qui va devenir une carte d'identité numérique, si on veut, pour justement pouvoir nous identifier sur les services gouvernementaux, comme on fait avec ClickSecure. Pour ceux qui sont un peu plus technophiles, quand on s'authentifie à Service Québec, Revenu Québec ou ainsi sur ces sites-là, c'est ClickSecure qui est en arrière, qui nous sert justement pour nous permettre de s'identifier à ces sites-là, de pouvoir rentrer et accéder à nos dossiers. Le SKIN va remplacer ça. Fait que ça, c'est l'élément de base. Donc, c'est un service plus moderne, plus robuste, puis que, dans le fond, le ministre fait grande promotion justement de l'augmentation significative de la sécurité que le SKIN va amener, mais il amène aussi beaucoup de contexte et beaucoup de complexité en compréhension parce qu'il utilise, comme tu mentionnais, beaucoup de termes très proches du monde de la cybersécurité, donc peut peut-être confondre les gens ou donner des drôles d'impressions sur tout ça s'en va, comment ça va fonctionner. Puis, on a eu des discussions préalables là, avant l'enregistrement de cet épisode-ci. Puis, on est arrivé sur le sujet d'identification versus authentification. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant parce que là, je me suis rendu compte que dans le fond, je savais pas trop c'était quoi le SKIN. Donc, Nicolas, peux-tu peut-être commencer par cette base? Absolument. Le volet d'identité et d'authentification sont 2 éléments très importants dans cet écosystème-là, puisque l'identité, c'est qu'est-ce qu'on est finalement. Et l'authentification, c'est la vérification de qu'on possède bien, on est le bon propriétaire de cette identité-là. On aurait tendance, dans un univers comme ça, à dire qu'on a une seule identité parce qu'on est une seule personne. C'est un fait dans l'univers que le SKIN va vivre, c'est un élément comme ça. Par contre, quand on va arriver sur la consommation de plein de services web, comme Gmail, par exemple, l'identité n'est pas très importante. De savoir que c'est soit Marie-Ève qui est en arrière du courriel ou non. On pourrait avoir 10 adresses courriel différentes sans qu'il y ait nécessairement un niveau élevé de confiance que l'identité appartient à une personne physique ou morale en arrière de ça. Donc, on n'a pas besoin de ce niveau-là. Dans ce cas du SKIN, on en a besoin parce que l'utilisation de cette identité-là par la suite va donner accès à des services citoyens avec des informations très sensibles. Donc, il va avoir un niveau d'appariement très fort. Donc, généralement, on va utiliser dans un contexte comme celui-là un agent de vérification qui va justement s'assurer que quand on va nous assigner notre identité numérique, que c'est bien moi ou Marie-Ève qui est en arrière de
de la possession de celle-là. Quand on va arriver à l'authentification, ensuite, on va s'assurer que je possède bien, si je suis le bon propriétaire de l'identité. C'est un drôle de concept de ça parce que quand on est une personne, on pense pas qu'on a différentes identités. Par ailleurs, dans ce contexte numérique-là, oui, il faut que je vérifie que je suis le propriétaire de cette identité-là. Et à ce moment-là, on va utiliser des moyens d'authentification pour vérifier que je suis le bon propriétaire de l'identité qui va avec. On pourrait, disons, prendre un exemple qui est peut-être un peu plus tangible et plus physique. Le passeport, par exemple, est un élément d'identité et il y a un élément biométrique à même le passeport qui est une photo que la personne humaine va utiliser des moyens, parce qu'on est des engins biométriques. Donc, on va vérifier visuellement que le propriétaire qui nous présente le passeport est le bon par le fait que la photo concorde entre la personne et le passeport. À ce moment-là, donc, on est capable d'assurer que tout ça se tient ensemble à ce moment-là. Donc, ça nous permet d'aller dans cette voie-là, donc de faire une authentification qui est humaine dans ce cas-ci, que l'identité est à un niveau très élevé, donc elle nous assure qu'on est la bonne personne, la bonne identité derrière ça. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on retrouve beaucoup l'usage du passeport, entre autres, mais aussi du permis de conduire ou de la carte d'assurance maladie comme outil d'identification des personnes utilisées par des entités à l'extérieur du gouvernement, puisque ces éléments-là sont justement de qualité. Parce que justement, le fait de la carte d'assurance maladie avec des hologrammes, des choses comme ça, est très difficile à reproduire, donc très facile à falsifier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir un niveau d'assurance très, très élevé de ce genre de choses-là. Donc, on n'est pas capable de frauder. Puis d'ailleurs, la délivrance de la carte d'assurance maladie ou du permis de conduire aussi, elle est énormément vérifiée, justement, parce que la photo qui est liée à notre identité, qui nous sert à nous rattacher ensemble, est vérifiée par des agents, soit à la SAAC, soit à la RAMQ au Québec. J'imagine qu'il y a des équivalents dans les autres pays, mais je parle de ceux que je connais. Donc, on est capable d'avoir ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que quand on va arriver dans le numérique, cette importance-là de lier les informations, parce que quand je vais présenter mon identité numérique à un service numérique où il n'y a pas d'humain qui me voit, là, à ce moment-là, on doit mettre des mécaniques autres, donc de la biométrie numérique à ce moment-là pour assurer que quand je vais présenter mon identité numérique, je suis bien la bonne personne et d'autres mécaniques pour s'assurer authentifier, s'assurer que je suis effectivement le bon propriétaire qui est en arrière de cette information-là. Ah, merci pour cette explication détaillée. C'est super intéressant. Là. Puis quand on repense à ton exemple de Gmail, là, dans le fond, moi, je pourrais me créer une adresse email au nom de Nicolas Loïc Fortin. Puis Gmail va jamais valider que c'est moi, Nicolas Loïc, mais il va toujours valider que c'est moi qui va me connecter toujours à ce compte-là avec des fois l'authentification à 2 facteurs, etc. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on peut voir là, vraiment la différence entre les deux. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, plus que dans le monde numérique, la multiplicité des identités est une notion beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Dans le monde réel, généralement pas tellement, autre peut-être que dans le milieu corporatif où ce qu'on peut appeler une personne morale, une compagnie possède une vie en dehors de ses propriétaires de cette identité-là. C'est une identité corporative. Mais autrement que ça, on ne vit pas dans un univers comme ça. On est juste la personne de qui on est. Donc, c'est juste cette mécanique-là. Donc, de faire la distinction, puis justement, tu pourrais effectivement avoir un courriel qui est avec mon nom, et mais ça prouverait pas que c'est moi, personne physique, qui possède cette adresse courriel-là. Mais quand tu vas l'utiliser, Google va exiger que par moyen de mot de passe, ou justement, comme tu mentionnais, 2 facteurs, que c'est bien toi qui es propriétaire de cette adresse courriel-là, à ce moment-là, de cette identité numérique de faible qualité. Je vais surfer sur la biométrie qu'on a déjà abordé un petit peu rapidement parce que dans les articles qu'on voit, il en parle beaucoup quand même. Que là, on a un objectif de s'identifier par peut-être biométrie. Fait que c'est sûr qu'on pense aux films futuristes, tout ce que là, faut scanner notre rétine pour valider que c'est bien nous. Puis c'est quand même assez complexe. Mais d'un côté, c'est le fun de voir que le gouvernement voit loin, donc quelque chose qui peut peut-être rester dans le temps, parce que de toute façon, on voit maintenant que la biométrie dans notre quotidien, notre téléphone nous reconnaît le visage ou nous authentifie aussi avec notre empreinte digitale, notre doigt. Donc, on est déjà quand même à cette ère-là. Mais avec le skin, là, c'est un peu... en tout cas, on verra bien qu'est-ce que le futur va nous réserver de ce côté-là, parce que ça reste encore relativement flou.
Ben, effectivement, l'usage de la biométrie à travers le skin n'est pas très clair. En tout cas, du moins, j'ai pas lu les articles qui permettent de clarifier l'usage qui va en être fait. Outre le fait que c'est une vérification qui va permettre de corroborer ma propriété de mon identité. C'est ce qui fait que mon élément biométrique, mes empreintes, ma rétine, on pourrait dire même ma voix, la forme de mon visage, ainsi de suite, sont tous des éléments qui me définissent et vont être utilisés d'une façon ou d'une autre pour réussir à authentifier, à rallier de façon numérique mon identité avec la personne que je suis vraiment. Autrement, mais dans la vraie vie, une photo, justement, est l'élément, parce que l'humain est un moteur biométrique en soi, de vérification biométrique, parce qu'on ne vit que sur le fait de voir quand on voit une personne qu'on reconnaît, ben c'est une vérification biométrique qui est faite, qu'on est comme ça nous-mêmes. Donc, on réplique ce genre de mécanique-là dans des machines. Par ailleurs, c'est pas notre empreinte ou notre rétine qui est conservée dans les machines, c'est le résultat d'un calcul mathématique de la lecture qui est obtenue du senseur qui est associé. Donc, souvent, ces calculs-là sont même très fortement liés au senseur, donc ne sont pas transportables d'une technologie à l'autre. Donc, aussi, le calcul a été défini par un appareil X. L'appareil Y, peut-être, n'obtiendra pas le même résultat sur la même empreinte digitale, par exemple. Donc, on est dans un univers comme ça, fait que c'est pas dangereux, mais c'est dangereux. C'est sûr qu'il y a des inquiétudes, puis j'imagine que les défenseurs de la vie privée vont s'interroger, vont se pencher là-dessus, justement parce qu'il y a des risques à l'usage de la biométrie. Puis au Québec, on a justement des dispositions légales sur l'usage de la biométrie, sur lequel la Commission d'accès à l'information est gardienne de ces usages-là, dans lequel on doit, comme entreprise, nous lier, nous stipuler qu'on l'utilise, ce genre de choses, parce qu'il y a un risque réel. Et juste pour terminer sur la biométrie, le problème de la biométrie par rapport à un mot de passe, puis ça, c'est important à savoir, c'est qu'un mot de passe, on peut le changer. Donc, s'il est compromis, on peut le changer à tout moment, donc on reprotège nos informations. Nos correspondants biométriques ne le peuvent pas. Donc, notre empreinte digitale ne peut pas changer. Si quelqu'un vient compromettre la base de données des empreintes digitales, sur lequel cas on peut pas reconstruire une empreinte digitale, mais dans lequel cas on peut s'authentifier qu'en faisant passer dans un système X comme qu'on est la personne, on ne peut pas changer notre empreinte digitale. Donc, le lecteur en question va toujours arriver au même résultat. Donc, si on est capable de lui fournir une mauvaise empreinte, mais qui a le bon résultat, bien, effectivement, on va arriver exactement à ça. Donc, il y a un problème de permanence de nos facteurs biométriques. Là, il y a certains films de science-fiction, justement, qui démontrent justement qu'une personne a dû, un exemple, a dû changer ses yeux, justement, pour changer le facteur biométrique qui était associé, parce que justement, tous les systèmes autour de lui utilisent ce facteur-là pour identifier. Donc, pour changer son identité, il a fallu qu'il change les yeux. C'est un cas un peu extrême, mais c'est quand même un cas qu'il faut tenir en compte dans l'ensemble de la réflexion qui devrait être autour de cet usage-là qui est prévu au skin. Puis j'imagine qu'ils l'ont prévu à un étape ou à un autre. Je le répète, j'ai aucune information privilégiée, fait que je fais de la spéculation basée sur les informations publiques. C'est super intéressant, cette notion de biométrie-là. Puis, c'est des données de plus à protéger aussi, fait que c'est un autre enjeu. Puis, en tout cas, on va voir encore une fois qu'est-ce que le futur nous réserve, mais rendu là, peut-être qu'on va les malveillants vont se mettre à cloner des doigts pour essayer de voler nos informations. Mais ça m'amène sur un autre sujet, là, parce qu'il y a aussi, c'était super vague là, dans l'article que j'ai lu, là, la notion de privé versus public. Là, en fait, le gouvernement veut contrôler le plus possible là, tout ce qu'il y a par rapport au skin pour justement le protéger de mieux possible, mais il parle aussi de collaborateurs privés parce qu'ils ont certaines technologies pour développer aussi ce système-là. C'est quand même de grosse envergure. Fait que, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté de le contrôler le plus possible, mais par contre, ils vont faire affaire avec des collaborateurs privés pour avoir accès à de la technologie aussi. Est-ce que j'ai bien compris ça? C'était assez flou aussi dans l'article. C'est effectivement très flou. Je sais qu'il y a des entreprises privées qui se sont montrées intéressées à collaborer ou à faire partie de l'ensemble du système, puisque déjà des entreprises qui utilisent pour eux-mêmes des éléments de vérification d'identité. On fait juste prendre, par exemple, la façon que les services de protection de crédit viennent vérifier qu'on est bien la personne en arrière. Donc, certains posent des questions
qui sont associés au dernier compte de banque, le dernier, des choses comme ça, des facteurs comme ça. Fait que là, puis en parlant ça comme ça, ça pointe clairement qui sont les gens intéressés à cet univers-là, qui sont déjà dans l'univers de vérification des identités, dans une certaine façon. Donc, ils veulent participer à cet élément. L'énoncé de M. Kerr est très clair, puis je crois qu'il est juste. C'est le gouvernement qui doit, sur plusieurs façons, être le seul et l'unique maître d'œuvre de l'identité des Québécois. Parce que en tant que gouvernement, c'est quand même notre représentant, donc celui à qui on doit œuvrer là-dedans. Bon, là, il y a des défis associés à ce genre de choses-là, mais quand même, c'est dans ce sens-là, comme c'est le seul qui est dépositaire des certificats de naissance, qui est quand même un facteur très important dans notre identité physique et qui est utilisé aussi dans certains égards pour l'identité numérique. Donc, c'est indéniable. Mais on fait juste regarder le processus d'obtention d'un passeport, par exemple. Il faut avoir une photo qui est authentifiée, dans le fond, que dit la personne qui est en arrière, la photo est authentique. Puis, on fournit, disons, un certificat de naissance, on fournit l'ancien passeport si on est chanceux. On met une preuve d'identité avec photo, justement, pour faire que toutes les associations soient faites. Et on met en référence 2 personnes qui peuvent prouver qu'on est vraiment qui nous sommes. Donc, de là, il y a plusieurs mécaniques associées. C'est probablement là qu'ils veulent s'insérer. Je vois pas la place personnellement où ces entités-là verraient. Je suis peut-être pas assez versé dans cet univers-là d'identité numérique pour voir l'intérêt qu'il pourrait y avoir de s'ingérer dans un appareil, un bidule gouvernemental qui, pour moi, jusqu'à présent, a toujours été géré par des entités gouvernementales, peu importe la forme que ça a eu jusqu'à présent. Disons, parce qu'un des articles en référence, c'est Desjardins qui s'est montré intéressé. C'est pas Desjardins qui émet une carte d'identité qui prouve mon identité, c'est le gouvernement ou une de ses agences qui émet des cartes d'identité qui prouvent mon identité. De là, je sais pas en quoi tout ça va s'articuler ou ça, mais encore là, comme la plupart des articles sont flous, c'est pas clair où ils veulent aller, c'est pas clair les énoncés qu'ils font. Fait que c'est des bribes et je sais pas à quel point tout ça va s'articuler dans l'ensemble de l'œuvre. Tu as quand même réussi à clarifier un petit peu ça. Déjà là, pour moi, c'était pas aussi clair. Tu as réussi peut-être à m'expliquer un petit peu mieux là, cette notion-là d'ingérence et en tout cas, bref, de la volonté gouvernementale par rapport à ça. Fait que merci d'avoir clarifié ça. Un dernier concept qui est vraiment présent là, dans les médias, c'est qu'on parle beaucoup de blockchain. Blockchain est en soi un concept assez complexe à expliquer. Ça me surprend que ça soit autant utilisé parce que je vois pas comment qu'on peut espérer qu'on comprenne vraiment c'est quoi le blockchain. C'est sûr qu'il va falloir qu'on en rediscute là, un moment dans un autre épisode plus précisément. Mais en gros, le blockchain, c'est quoi? En français, la chaîne de blocs, c'est un processus cryptographique qui vient garantir l'intégrité de l'information. Donc, l'information ne peut pas être modifiée par une personne non autorisée. Fait qu'il y a une certaine structure. J'aborderai pas l'ensemble de ce que c'est là parce qu'en soi, ça, c'est un épisode à lui-même justement de regarder ce qu'il y a là-dedans. Par contre, ce qui est utilisé, les autres ont décidé de prendre une approche de blockchain. Je ne connais pas spécifiquement comment on peut utiliser le blockchain dans un contexte d'identité numérique. C'est un peu flou pour moi aussi parce que la façon, il faut juste le nommer comme un buzzword, mais ils vont pas expliquer comment ça va s'articuler autour de ça. J'imagine qu'il va y avoir des experts qui vont se pencher et l'utiliser parce qu'effectivement, ça a une robustesse de sécurité qui est très grande au niveau de l'intégrité, mais pas de la confidentialité. Fait que ça, c'est l'aspect où je ne sais pas où ça va atterrir, mais au moins, on va s'assurer que les identités ne seront pas modifiées de façon non autorisée. Fait que minimalement, c'est dans cet esprit-là. Je ne sais pas s'ils vont l'utiliser pour le volet authentification. Dans le fond, quand on va présenter notre carte, parce qu'il est aussi mentionné dans certains articles qu'on va avoir notre identité sur notre appareil, notre téléphone, par exemple. Probablement qu'ils vont avoir une application sur Android ou sur iPhone dans laquelle on va avoir notre identité numérique qui va vivre. Ou comme on va aux États-Unis, c'est Apple, entre autres, il y a dans certains États, cette identité numérique-là est mise dans le wallet de Apple. Fait que ça, c'est des différentes façons qui sont là. Je ne sais pas si la chaîne de blocs va être utilisée pour cette mécanique-là, pour la conservation, pour ça. Il y a plusieurs approches à l'usage. C'est comme un couteau suisse, en quelque sorte, la chaîne de blocs, parce qu'on l'utilise à beaucoup de saveurs. Seule la saveur qu'on connaît le plus, c'est le Bitcoin qui a popularisé la notion de chaîne de blocs,
Dans ce cas-ci, c'est un processus de gestion d'argent virtuel, dans ce cas-ci, le Bitcoin. Mais on l'utilise aussi dans d'autres structures, dans d'autres façons d'assurer que les transactions sont légitimes, non modifiables et de cette nature. Mais dans ce cas-ci, j'ai aucune idée, je ne les vois pas. Il va falloir faire des recherches pour l'identité au niveau de l'identité numérique, mais probablement qu'ils vont vraiment clarifier l'usage de la chaîne de blocs, dans quel volet de cette utilisation, parce que l'identité numérique va être utilisée à bien des façons. Les articles parlent de plusieurs éléments, dont dans le service public principalement, mais aussi ils veulent l'introduire dans les services privés. Puis là, c'est une autre distinction qu'il faut faire, au sens où, dans l'article, il va dire que des acteurs privés voulaient participer à la création, la gestion de l'identité numérique, ça c'est une chose, mais dans la consommation, c'est-à-dire de l'usage de cette identité-là, qu'on ne va pas utiliser dans des services tiers, qu'on ne va pas s'identifier. Donc, si on veut s'authentifier à notre banque, par exemple, ben ça va être, on va pouvoir utiliser le skin, puis de cette authentification-là, ça va prouver qui on est vraiment, puis deux, ben on va pouvoir avoir une façon de s'authentifier unique pour accéder à un portefeuille de services beaucoup plus large et des services en dehors de l'appareil gouvernemental à ce moment-là. Ça, c'est un usage privé et c'est là où on va voir atterrir, mais encore là, je ne sais pas comment la chaîne de blocs va se matérialiser ou s'utiliser dans ces éléments-là. Il y a vraiment un très grand spectre de façons de l'utiliser. Donc, je suis déjà très curieux. J'ai hâte de voir comment ils vont tirer les bénéfices de cette technologie-là, qui est par ailleurs très intéressante. Dans tous les cas, on vous revient là, dans un futur épisode là, avec plus de détails sur le blockchain, là, sans faute. Moi, la première, c'est pas évident à comprendre. Je pourrais pas vous dire, être en mesure de vous l'expliquer. Fait qu'on va essayer de trouver des moyens de rendre ça plus accessible. Donc, j'espère qu'on a réussi quand même à démystifier un petit peu le langage qui se retrouve autour du service québécois d'identité numérique, maintenant le SKIN plus communément appelé. Fait qu'on va essayer de rendre ça un petit peu plus accessible pour vous, en tout cas pour moi aussi, hein, parce que c'est pas évident d'y naviguer. Donc, Nicolas Lec, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on a fait un premier tour d'horizon très intéressant. C'est d'un point de vue technologique très complexe. J'espère que j'ai réussi à vulgariser ce que ça va avoir comme impact dans nos vies, les bénéfices aussi que ça va avoir dans nos vies d'avoir cette identité-là qui va simplifier la consommation des services publics, mais aussi qui va probablement simplifier la consommation d'une panoplie d'autres services dans lesquels on va avoir. Ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que dans certains pays, comme en Géorgie, par exemple, eux autres ont une carte d'identité associée à ce genre de choses-là. Au Québec, on en avait déjà parlé dans d'autres moutures, cette carte physique-là, cette carte d'identité qui, je pense que c'était une carte à puce à l'époque, qui justement pouvait soutenir cet élément-là. Je ne sais pas si le seul usage des téléphones cellulaires est une bonne approche parce qu'il y a probablement un pan de la société qui n'ont pas de téléphone cellulaire ou qui n'ont littéralement pas les moyens de se payer un téléphone cellulaire. Faut pas aussi que les gens qui ont moins de richesse soient exclus de ce système d'identité numérique-là, de voir comment ça va se matérialiser. Il reste encore beaucoup de questions. Dans les annonces que le ministère a faites, il y a, je pense, milieu 2022, qui est un premier jalon intéressant qui est supposé nous soumettre voir apparaître des choses. Fait que j'imagine qu'à partir de ce moment-là, on va avoir des informations complémentaires et on va voir davantage comment ça fonctionne. Puis je pense dans les annonces qui étaient faites, c'est 2025 dans lequel le service au complet va se matérialiser ou se dématérialiser, ça dépend comment on veut l'aborder, sur le fait comment tout ça va s'articuler et changer nos vies. Et dans le fond, j'espère améliorer nos vies parce que si on a plusieurs identités à gérer en ligne, moins on en a, mieux mon bonheur se porte. C'est un point super intéressant parce que oui, les gens plus défavorisés ou qui n'ont pas de téléphone cellulaire intelligent, là, ils pourront pas. Il faut y avoir une alternative parce que oui, les personnes plus défavorisées, mais aussi peut-être la population plus vieillissante, là, juste le passeport vaccinal, là, il y en a qui l'ont papier, là, que c'est pas sur leur téléphone, ils l'ont imprimé leur code QR, puis ils l'apportent fièrement, puis c'est correct comme ça. Il faut une solution adaptée pour tous les niveaux d'aisance avec la technologie. Absolument. Ça va être intéressant. De toute façon, on va observer. Là, on est encore dans les phases de conception du projet. J'imagine. En tout cas, on verra quand les premiers morceaux seront rendus disponibles. Là, on aura peut-être un peu plus de matière à discuter. On aura un peu plus de clarté sur ce que le gouvernement entend faire avec cette identité numérique-là et comment ça va
apparaître au-delà des discours enthousiasme. On va voir comment, quand le pneu va frapper la route, là, on va vraiment voir comment ça va se faire. Puis peut-être qu'on va avoir d'autres épisodes à faire justement pour vulgariser ce qui va, les conséquences réelles qui vont s'être faites et comment cette identité-là va se répercuter dans nos quotidiens. Effectivement. C'est une belle conversation enrichissante. Donc, pour moi, ça fait le tour. Également. Donc, je te remercie de ces questions. J'espère que j'ai été clair. Des fois, je m'embourbe un peu dans mes explications, mais j'espère que tu m'as bien guidé à la vulgarisation. On fait une belle équipe. Donc, sur ce, on se voit dans un prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine.